Bon, mais donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire autour de l'industrie 4.0. Donc le thème qui va être couvert par Olivier Bertrand, ingénieur d'application chez URM, et Thomas Martinez, ingénieur d'application chez Omron, concerne la robotique collaborative, en particulier les robots Omron TM5. Donc nous allons vous présenter et que vous allez pouvoir également voir en démonstration un peu plus tard dans la session. Voilà, je vais passer de ce pas la parole à Olivier, qui va commencer par une courte introduction sur la robotique collaborative. Et ensuite, Thomas va procéder à la présentation du robot et à la démonstration. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vois pas ma miniature, donc je ne sais pas si tout le monde me voit. Thomas, je suis bien en face, peut-être? Oui, c'est bon, impeccable. Ok, merci pour le retour. Donc, alors je le dis d'avance, hein, ceux qui ont vu des présentations sur la cobotique vont sûrement revoir quelques slides que je recycle un peu, donc pas de panique, hein, ça va aller assez vite, mais voilà, c'est pour pas que ça fasse doublon avec ce que potentiellement vous avez déjà vu. Donc, juste pour rappeler un petit peu, la robotique industrielle, c'est quelque chose qui apporte de la flexibilité, beaucoup de précision et de répétabilité dans une ligne de production, par exemple, ou dans notre cas principalement. L'exemple que je prends souvent, c'est dans notre ligne Armaflex, le regroupement, l'encaissage RE50 qui a été remplacé par un robot donc, en RO10. Donc, l'intérêt, c'est que un robot cartésien, quand on veut le modifier ou modifier ses points de prise, c'est beaucoup moins rapide qu'un robot 6 axes où finalement, très rapidement, on va réussir à faire quelque chose avec le robot, alors qu'avec un robot cartésien ou avec une machine un peu sur mesure, ça va être plus compliqué. Donc voilà la cellule en question, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc, il faut savoir aussi qu'on fait de la machine spéciale chez ERM. Hein. Là, vous voyez une machine de chargement-déchargement de brut d'usinage avec du tournage, du fraisage, de la découpe laser, de la vision. Donc, voilà, on peut aussi faire vraiment des applications sur mesure. Au niveau des secteurs d'activité de la robotique en général, ce qui n'est pas forcément le cas de la cobotique, mais ça reste quand même assez proche, on retrouve beaucoup l'automobile. Hein. On a souvent cette image des robots qui font un assemblage sur une ligne pour construire une voiture avec de la soudure par point, etc. Beaucoup dans l'électronique, du pick and place, donc dans l'usinage également, l'industrie plastique, l'agroalimentaire, et puis bon, après, c'est divers secteurs qui se regroupent tout en bas de la courbe. En termes de robotique collaborative, juste pour mettre une question de contexte, ça apporte une interaction donc voilà, avec l'humain pas loin et potentiellement pas de barrière entre l'humain et le robot. Vous le verrez pendant la présentation de Thomas. Donc en fait, ça apporte plusieurs cas différents. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un petit peu imagé en dessous. Donc on peut avoir la collaboration directe, ou simultanément on opère sur une même pièce avec le robot. Collaboration indirecte, donc ça peut être une action du robot puis une action de l'homme après. Une coexistence, c'est-à-dire que l'homme fait son travail de son côté, le robot aussi, mais il y a un espace qui potentiellement est le même. Et puis après, c'est des cas que nous, on ne connaît pas très bien chez ERM, c'est-à-dire de l'assistance physique guidée avec des exosquelettes, assistance physique fixée. Voilà. En termes de comparaison, donc nous, on a ce petit tableau qui n'est pas trop mal. Alors, c'est de notre point de vue, hein, c'est peut-être discutable, mais généralement, la robotique industrielle, on a des robots plus précis parce qu'ils sont moins souples, donc ils ont moins de compliance. La rapidité est souvent plus élevée avec les robots industriels. Mais du coup, côté robotique collaborative, et vous allez le voir aussi avec le TM5, on a une simplicité de mise en œuvre qui est quand même plus importante.
une interaction avec l'opérateur qui n'existait pas du tout en robotique industrielle. Et donc le terme compliance que j'ai déjà nommé, hein, qui est vraiment voilà, un effort de l'humain sur le robot s'adapte à l'effort extérieur et ne heurte pas, ne blesse pas l'humain au final sur une grandeur donnée, que ce soit sur un axe X, Y, Z, etc. Il y a un aspect de sécurité du coup qui est beaucoup plus important parce que nous, on fait une analyse des risques spécifique, hein, une étude un peu plus poussée sur la sécurité. Voilà, généralement, ça se traduit par un ajout de matériel autour du robot pour ralentir sa vitesse. Donc là, je parle bien de la robotique collaborative, hein. Donc ça peut être de la vision, des dalles de sécurité autour du système et des scrutateurs voilà, tout autour du robot. Je vais laisser la main à Thomas Martinez d'Omron, donc qui va vous faire part de sa présentation. Voilà, effectivement. Bon, bonjour à tous. Donc oui, voilà, je suis ingénieur d'application chez Omron, donc notamment sur la partie robotique, aussi sur la partie vision. Donc je pense qu'effectivement Olivier a parlé beaucoup de choses, a fait déjà effectivement bien le point sur le robotique collaborative. Donc je vais juste vous faire une petite présentation. Alors je suis désolé, du coup c'est la première fois que j'utilise Zoom, donc c'est un peu nouveau pour moi encore. Donc ça devrait être bon. Normalement. En train de partager. C'est bon, on a l'écran, Thomas. Ah, super. Et nickel. Donc là, vous devriez être bon. Ah, nickel. C'est bon pour vous, du coup, vous voyez l'écran? Ouais, on voit l'écran. Ah, ok, nickel. Hop, on n'a pas votre miniature, mais peut-être pas très grave. Ah, d'accord. Ah, ben, elle doit s'enlever, ok. Bon, ça, je ferai je ferai le à chaque fois, il n'y a pas de souci. Tac, ok, donc du coup, comme je vous ai indiqué, on va parler du coup de la robotique collaborative. Donc, juste une petite passe rapidement sur Omron pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Omron, c'est un fournisseur de technologies dans les domaines que vous pouvez voir en dessous, donc notamment la vision, le contrôle, la motion, la robotique et la sécurité. Donc, c'est une société avec énormément d'expérience car elle a été créée en 1933 au Japon, notamment Osaka, c'est effectivement une société japonaise. Excusez-moi. Elle est présente dans beaucoup de domaines, notamment ce qui est le plus connu pour les gens qui ne sont pas dans l'industrie, c'est au niveau de la santé, notamment sur les tensiomètres, les pèse-personnes, c'est le domaine le plus connu. Et pour tout ce qui est industrie, effectivement, on est principalement dans tout ce qui est automation, robotique, tout ce que je vous ai montré précédemment. On verse 6,7% en fait de notre chiffre d'affaires tous les ans directement dans tout ce qui est recherche et développement. Donc, ça nous permet d'avoir régulièrement des améliorations, des nouveaux produits pour être toujours d'actualité avec l'industrie du mobile. En Europe, nous sommes environ 2300 employés sur 22 pays. Et de mémoire, nous sommes environ 30 à 32 000 dans le monde entier. En France, nous sommes environ 105, effectivement, répartis dans 4 agences, donc notamment Paris, notamment Nantes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ouais. Notamment Paris, Nantes, Lyon, là où je suis actuellement. Et nous avons aussi la chance d'avoir le Centre européen de robotique, notamment mobile, à Annecy, à Arbonne, juste à côté de Lyon. C'est assez pratique. Donc, dans chacune de ces agences, vous retrouverez bien évidemment des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs techniques, et tout ce qui est service aussi. Donc, comme je vous ai parlé, nous sommes présents dans tous les domaines que je vous ai montrés, donc la vision, la robotique, etc. Donc, tout ce qui comprend capteurs, cellules, capteurs de température aussi, capteurs inductifs, tout ce qui est, et c'est le point le plus important, le cœur, si vous voulez, tout ce qui est automation avec tout ce qui est contrôleur, PLC, aussi avec tout ce qui est CNC, tout ce qui est axe, motion, drive, tout ce qui est évidemment robotique, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est tout ce qui est robotique fixe, industrielle, comme l'a présenté Olivier. Tout ce qui est robotique mobile, donc tout ce qui est AGV, comme un AIV, enfin plutôt à l'inverse, pardon. Un AIV comme un AGV, mais en fait sans la bande magnétique, sans avoir besoin de suivre une bande, et tout ce qui est donc robotique collaborative.
Donc, tout ça, ce qu'il y a de bien avec la possibilité de présenter une solution totale avec tous les produits, c'est la chance de pouvoir contrôler tout cet ensemble avec un seul logiciel, donc qui est Sysmax Studio, vous pouvez le voir ici. Nous faisons aussi tout ce qui est vision, donc inspection au travers de caméras intelligentes, de contrôleurs de vision, même de douchettes, comme vous pouvez voir ici. Tout ce qui est évidemment composants d'armoire et sécurité. Donc, ça tombe bien, effectivement, avec le robot collaboratif, c'est toujours très pratique. Donc, si nous commençons sur la partie collaborative, donc, ce que je vous présente, ça s'appelle donc un TM. C'est un robot collaboratif qui est très facile d'utilisation. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Comme je vous montrerai un peu plus en détail après, mais la programmation en fait se fait de manière très intuitive dans le sens où c'est des drag and drop. Vous n'avez pas la moindre ligne de code. Ça va vraiment être en fait du paramétrage. Donc un peu à la manière du Graph-C, vous allez venir mettre en fait des blocs que je vous présenterai dans la toolbox à côté et venir en fait faire un paramétrage, un enchaînement du coup de boîtes pour faire du coup votre programme. Nous avons du coup, comme vous pouvez voir ici, une vision qui est du coup intégrée. Elle est vraiment orientée robotique dans le sens où c'est vraiment lecture de code barre, data matrix, OCR, tout ce qui est inspection dans le sens où reconnaissance de forme, d'amas de pixels, ce genre de choses. Et vous avez évidemment l'aspect collaboratif à ce robot qui, comme l'a bien expliqué Olivier, est vraiment intégré autour de la sécurité. Donc, pour la gamme, rapidement, nous avons 4 types de robots différents, donc, qui vont de portée de 700 jusqu'à 1300 et en charge de 4 kg jusqu'à 14 kg. Donc, celui que j'ai actuellement, c'est un TM5 900, donc ce modèle ici, ce qui signifie donc qu'il va jusqu'à 900 mm de portée et qui porte jusqu'à 4 kg. Nous avons aussi des sortes de modèles dans ces modèles, avec des modèles qui sont faits pour le semi-conducteur, faits pour du 24, plutôt du 20 à 60, et aussi du coup des modèles sans caméra, qui permettent du coup d'avoir une rotation un peu moins restreinte, disons. Hop. Donc pour chaque robot acheté, vous avez donc le bras du robot, la baie robotique, le pendant que je vais vous présenter après, des mires, et un paquet d'ensemble. Donc, le robot en lui-même, donc vous avez le bras. Alors, je vais peut-être vous montrer ça rapidement. Hop, je vous fais ça plutôt. Donc, en fait, sur le bras du robot, vous allez voir, hop, comme vous pouvez voir à droite, que vous avez en fait des boutons qui sont déjà intégrés sur la caméra ici et qui vous permettent en fait de venir soit déplacer le robot, donc là, relâcher les freins, soit venir apprendre en fait des points directement. Donc, je vais stopper ma vidéo. Peut-être vous montrer du coup, peut-être en live. Si, non, c'est pas bon. Alors, est-ce que vous voyez du coup ma caméra? Oui, on vous voit, on la voit, Thomas. Super. Alors, je vais la mettre du coup ici. Hop. Voilà, super. Et je vais venir activer. C'est parfait. Alors, on voit le TM Flow à gauche et votre caméra à droite par-dessus. Eh bien, super, c'est ce qu'il faut. Alors, du coup, hop, j'ai déplacé le robot. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez en fait un petit bouton ici qui vous permet du coup de venir déplacer le robot en relâchant les freins. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir en fait un teach pendant sur la main pour venir maintenir et de venir déplacer d'une main. Donc, vous pouvez en fait avoir, grâce le fait d'avoir les freins ici, de venir déplacer de manière un peu plus précise aux différents endroits. Sur le dessus, ici, hop, vous avez un autre bouton qui du coup représente en fait l'apprentissage de points. Donc, regardez sur la gauche que vous pouvez voir normalement de mon écran ici, vous devez voir le logiciel qui permet du coup de venir contrôler le robot. Donc, si j'appuie sur le bouton du haut, vous allez voir que, d'abord que je clique sur le logiciel, vous allez voir qu'effectivement, il vient de créer du coup un bloc fonction, donc un déplacement vers ce point. Donc, vous pouvez tout à fait, du coup, comme vous pouvez imaginer, venir apprendre quelques petits points, donc un point au-dessus, venir déplacer, un point en dessous, et vous avez déjà commencé en fait à faire très simplement une ébauche de programme. Et après, évidemment, vous allez venir optimiser en faisant par exemple du blending,
un déplacement linéaire ou refaire des nouveaux points, modifier, rajouter des charges, ce genre de choses. Sur le côté ici, vous avez un autre bouton qui est du coup le gripper. Et donc celui-ci, en appuyant, vous allez voir, hop, du coup, je vais avoir ma pince qui normalement va devoir pouvoir s'ouvrir et du coup, si j'appuie, se fermer. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez facilement faire un apprentissage de points, de prise et de dépose très simplement. On va revenir du coup. Voilà. Sur le programme. Nickel. Donc, comme vous avez pu voir, alors je ne sais pas, du coup, vous ne pouvez pas voir ma caméra en même temps, hein, c'est bien ça. Hein. On la voit en miniature, Thomas. Pas super visible. Bon, je vous le représenterai un peu après. Vous avez du coup un anneau de LED, bon, comme à peu près du coup, la plupart des robots maintenant, qui vous indique du coup le statut du robot. Donc, directement à un coup d'œil, vous pouvez voir si le robot est en échec, en erreur, si tout va bien, s'il est en mode collaboratif, lent. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, rentre dans la zone mais trop près du robot, le robot se met au ralenti pour du coup avoir des seuils de choc qui sont bien moindres, respecter la sécurité. Pour la vision, donc comme je vous ai indiqué, le robot possède une vision qui est intégrée donc directement en fait sur le bras du robot. Donc vous avez en fait une caméra 5 mégas avec un éclairage blanc qui est déjà intégré, éclairage NPR comme ça. Ce qu'il y a de très pratique, c'est que du coup c'est une 5 mégas, donc une super résolution, et qu'elle est autofocus. Donc autofocus, ça signifie que vous n'êtes pas en fait bloqué à une certaine distance de la caméra, de votre pièce. C'est-à-dire, si je passe par exemple des pièces de 50, on va dire de 30 cm de hauteur, que après mes autres pièces sont à 40 ou 50, vous pouvez faire en fait le réglage qui va vous permettre de rester net, que ce soit en haut, que ce soit en bas, ce genre de choses. Ça va se régler en fait directement. Vous n'êtes pas obligé en fait de venir d'avoir votre robot qui est toujours à la même distance par rapport à votre pièce en permanence. Donc les fonctions, les voici. Donc ce sont des fonctions de vision, comme je vous ai indiqué, principalement pour la robotique, reconnaissance de forme, d'amas de pixels, tout ce qui est QR code, data matrix, etc. Alors le landmark. Le landmark, c'est un point très intéressant. Hop. Donc le landmark, c'est ce petit carré que vous pouvez voir ici, que vous allez en fait venir caler sur votre machine pour que le robot puisse en fait se repérer grâce à ce petit carré et venir s'adapter au fur et à mesure par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Un exemple, vous mettez votre robot ici sur un chariot qu'un opérateur déplace de poste à poste. Donc, mettons que vous avez 3 postes différents. Sur votre machine qui est normalement fixe, vous allez caler en fait ce petit landmark directement fixé à votre machine. Et vous allez en fait votre robot qui va venir du coup prendre une photo à chaque fois avant de commencer son cycle, de prendre une photo et de venir se réadapter, de refaire une nouvelle base de déplacement par rapport à ce point. Donc évidemment, étant donné que c'est un chariot, vous n'êtes jamais au millimètre près. Donc l'erreur étant humaine, vous allez en fait avoir un petit offset et donc du coup qui sera corrigé par la vision grâce à ce landmark. Donc un petit exemple en vidéo avant que je vous montre quelque chose d'un peu plus vrai. Vous voyez le landmark qui prend la photo et du coup, il peut venir prendre chacune des pièces au fur et à mesure. Donc, c'est en fait un petit plateau qui vient se décaler en X au fur et à mesure. Du coup, elle vient un paquet. Donc, à nouveau, je vais vous remontrer du coup directement en live. Hop, nickel. Et oups. Mode. Voilà. Normalement, ça devrait évidemment ne pas marcher. Voilà. Hop. Donc, pour ce faire, hop, j'ai fait, comme vous voyez, une sorte de plaque avec du coup un landmark qui est collé à l'arrière et 2-3 points pour moi. Donc, vous voyez que en fait, à l'arrière, c'est du coup la mire de calibration. C'est ce qui vous servira du coup pour, si vous utilisez la caméra pour faire la prise de pièces en fonction de hauteur ou carrément directement travailler en millimètres. Donc, ça va vous permettre en fait de venir régler
tout ce qui est distorsion de la caméra, en fonction du coup de l'éclairage ambiant, bien évidemment. Donc, en ayant mis ce petit landmark à l'arrière, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un petit programme rapidement qui va venir en fait se recaler au fur et à mesure et venir du coup venir se placer sur chacun des points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer la mire et voir un peu ce qui se passe. Pour ce faire, pour gagner un peu de temps, j'avais créé du coup une petite démo là ce matin, 9h13 effectivement. Donc voilà. Alors le programme pour vous montrer très rapidement. Donc rien de particulier ici, c'est tout ce qui est pince. Donc je viens fermer la pince, c'est pour venir se décaler rapidement. Et en fait ici, je viens du coup me placer au-dessus pour que j'ai toujours la même position. Je fais une photo et je viens ensuite du coup faire mon petit déplacement de position à position. Donc rien de très compliqué, hein. En 10 minutes, vous avez terminé. Pour vous montrer, je vais lancer du coup donc, le pendant. Je vais lancer du coup, alors, vous ne voyez peut-être pas super bien, je vais du coup appuyer sur play pour lancer mon programme. Hop, voilà. Et je vais vous montrer carrément ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un peu la vitesse. Voilà. Donc, vous voyez à gauche, vous allez voir du coup ce que voit la caméra. Si j'arrive à bien la caler, parce qu'évidemment, c'est pas super pratique de faire les deux en même temps, je suis désolé. Hop, voilà. Donc là, vous devriez voir, du coup ici, il a bien reconnu du coup ce landmark et il va venir se décaler. En fait, vous savez les carrés verts que je vous indiquais, donc, normalement ceux ici, il va se décaler en fait à 2 positions. Donc vous pouvez voir la position, je vais accélérer un petit peu parce que c'est un peu lent. Donc voilà, il fait ses mouvements. Donc si je fais un petit décalage, vous allez voir du coup sur sa photo, il va le voir et il va le prendre en compte. Il va faire du coup ces décalages toujours aux mêmes endroits. Donc c'est la même chose si je fais de l'autre côté. Il va venir voilà, se redécaler toujours au même endroit. Et donc ça marche du coup sur une rotation, ça marche aussi en X, en Y. Donc il arrivera toujours à se décaler. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi sur les 6 axes. Donc ça va être notamment en Z. Donc si je soulève d'un peu plus, il va se soulever aussi. Ça marche aussi du coup en tilt. Alors je ne me rappelle plus les 6 axes, je ne suis pas vraiment du coup un pilote, mais du coup ça fonctionne aussi dans les différents sens. Même comme c'est, vous pouvez voir que le robot se décale au fur et à mesure. Donc c'est très pratique pour tout ce qui est que vous ne connaissez pas en fait la forme que va prendre votre… Enfin, quand votre robot va être amené du coup devant votre poste, si jamais il y a un petit peu un décalage, même en Z, tout ça, il va pouvoir venir le récaler automatiquement. C'est très pratique d'utilisation. Donc voici le landmark. Hop, on va repasser. On a possibilité aussi de rajouter plusieurs caméras qui sont externes au robot, donc notamment au-dessus, par exemple, d'un poste, pendant que le robot se déplace pour aller déposer à un endroit, on peut avoir par exemple une caméra sur un autre poste qui prend la photo, comme ça, elle peut déjà stocker en mémoire la position des différentes pièces pour que le robot ne perde pas de temps. Niveau programmation, bon, je vous l'ai montré un peu rapidement, mais du coup, c'est, comme je vous indiquais, des boîtes d'outils que vous venez glisser, déposer ou directement apprendre. Et vous avez en fait tout un paquet d'outils que vous pouvez voir ici à gauche. Donc, ça va être la vision, le déplacement des mouvements, en absolu, en relatif. Vous allez avoir des if, des else, des case. Vous pouvez même faire parler le robot si vous voulez rajouter du coup un petit haut-parleur. Vous avez énormément de possibilités. Vous avez plusieurs modèles de points intéressants, très intéressants. Ça peut être notamment le suivi, par exemple, de pièces pour faire, par exemple, soit une meuleuse, soit un suivi de trajectoire que vous pouvez apprendre, par exemple, à la main. Donc, j'apprends mon robot pour qu'il fasse à la main directement ce mouvement. Le robot va l'apprendre et faire ce mouvement tout le temps. Pratique pour tout ce qui est, par exemple, peinture, colle, ce genre de choses. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, pour travailler du coup avec le robot, donc plusieurs choix. Soit vous faites comme moi et vous êtes directement avec un ordinateur connecté à la baie robotique. Vous pouvez aussi tout à fait rajouter, par exemple, un écran directement avec un clavier et une souris. Ça fonctionne très bien aussi. Il y a possibilité de se connecter avec une tablette, ce genre de choses.
Au niveau de la sécurité, qui est un point assez intéressant et très important pour le robot collaboratif, nous avons aussi dirigé dans le sens de la facilité d'utilisation. Donc, vous avez en fait un petit bloc dans les options qui s'appelle donc Safety et qui vous permet en fait, quand vous rentrez dedans, de venir indiquer par exemple les zones de contact possibles entre l'opérateur et le robot. Donc, si par exemple le robot peut venir en permanence me taper sur exemple sur les mains, sur l'avant-bras, je vais venir, comme vous pouvez voir sur le PowerPoint, venir cocher du coup cette zone et en fait le robot va venir automatiquement régler sa vitesse pour qu'elle soit suffisamment basse et que les seuils évidemment ne viennent pas, soient suffisamment bas pour qu'il n'y ait pas de chocs qui peuvent poser problème. Donc tout ça c'est régi sur une pas une norme pardon, mais une technical specification, donc qui est le TS 15066. Donc tout ça c'est réglé et tout ça c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de venir régler manuellement tout ça. Vous pouvez évidemment venir descendre ou augmenter du coup ces zones, mais ça, on en reparle juste après. Il existe aussi sur la chaîne YouTube HomeRun tout un paquet de vidéos, de tutoriaux, d'explications. Donc, si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations, c'est présent aussi directement dessus. Le contrôleur, donc le contrôleur, c'est la baie robotique. Je vais descendre un petit peu parce que je suis en train de cacher ça. Donc, c'est une petite baie qui est possible de ranger dans une armoire car vous pouvez enlever du coup les pieds, vous pouvez enlever les hanches, pardon. Elle possède un petit écran LCD qui vous indique vraiment tout ce qui est basique, notamment si jamais il y a une erreur, les différents états d'IO, tout ce qui est température. Et vous pouvez voir en dessous tout ce qui est ici. Donc, vous avez les IO, les entrées-sorties de sécurité, 7 ports USB, 3 ports RS, énormément de choses différentes. Le pendant robotique, donc, qui est le petit, entre guillemets, Teach, donc plutôt un stick, comme on appelle ça. Il possède donc évidemment un arrêt d'urgence. Il vous indique du coup tout ce qui est vitesse, et tout ce qui est pause, accélération, un de très particulier sur cette partie. Tout ce qui est entrée-sortie, donc vous pouvez voir ici que par défaut, oups, pardon, je passe un peu vite. Par défaut, vous avez donc du coup, je vais lever ça. Vous avez 16 entrées et 16 sorties digitales sur la baie robotique et 2 entrées, une sortie en fait directement sur le robot. Donc comme vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez super bien, je vais essayer de le mettre en grand pour vous montrer. En fait, on a vraiment tout mis sur le robot, c'est plus pratique. Hop, voilà. Donc vous pouvez voir ici 2 points noirs, en fait ce sont des bouchons. Et directement, en fait, vous pouvez les enlever et en fait, vous avez des entrées sorties, donc du coup, analogiques et aussi numériques. Donc, vous pouvez en fait avoir votre propre préhenseur basique qui soit simplement des entrées-sorties à activer, désactiver. Vous pouvez en fait faire directement le lien entre les deux et ça marchera impeccable. Hop. Donc, juste oui, pour tant que je suis, c'est le fameux bandeau de LED pour vous indiquer du coup le statut du robot. Voilà. Donc, en parlant, alors je suis désolé, je bouge la caméra dans tous les sens. En parlant du coup de préhenseur, donc on a quelque chose qui est très pratique dans le sens où les fournisseurs avec qui on travaille, je vous montrerai après, ont la possibilité du coup de créer du coup des librairies. Donc, n'importe qui est capable de créer des librairies, mais du coup, les fournisseurs ont de eux-mêmes créé ces librairies pour en fait avoir quelque chose de très simple au niveau de l'utilisation. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des erreurs, tout ce qui est ouverture, fermeture, réglage des forces, tout ça, c'est fait en 3 blocs. Réglage, ouverture, fermeture. Donc, vous avez en fait que du réglage, du paramétrage à faire. Comme vous pouvez voir ici, ce bloc-là qui est du coup la fermeture, ou l'ouverture, oui, la fermeture, c'est ça. Elle contient tout ça directement dans cette librairie. Donc, vous avez juste à venir importer du coup ces librairies qui sont gratuites évidemment, à venir les importer dans votre robot et du coup, ces 3 blocs vont être créés et vous aurez juste à faire des glisser-déposer pour l'ouverture et la fermeture. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez voir ici à gauche, vous avez ici donc ces blocs. Donc celui-là de bloc de fonction, c'est celui-ci. Et va en fait me créer du coup un bloc comportant directement la gestion des erreurs. Que faire si je détecte un objet, si je ne le détecte pas. À nouveau, très user-friendly. Donc, voici du coup les fournisseurs avec qui on travaille. Donc, pour tout ce qui est grippeur, donc les plus connus, Robotique, OnRobot, Schmalz, Sunk.
très pratique, très, très fonctionnel. On fait aussi du coup tout ce qui est donc aspiration, pas seulement des grippeurs, des pinces. Il y a aussi du coup un système, des systèmes pour visser, des systèmes pour meuler aussi, en collaboratif effectivement, et des capteurs de force, quand même énormément de choses. Donc au niveau, pareil, j'en parlais des entrées-sorties, il y a possibilité de rajouter des cartes d'extension au travers de l'Ethercad, pardon, de mémoire jusqu'à 126 IO entrée et 126 IO sortie. Donc je vous parlais un peu plus tôt de chariot. Donc soit vous utilisez votre propre chariot, soit en accessoire, nous avons aussi ce qu'on appelle des working stations, donc qui sont, comme vous pouvez voir, des chariots où le robot est en fait placé directement dessus. Donc, vous allez pouvoir mettre et votre robot et évidemment, il ne faut pas oublier, du coup, votre paix robotique directement faite en dessous. Vous pouvez voir ici. Donc, ça marche impeccable. Pas de souci. Même système, vous avez du coup un robot stand. Donc, lui, en fait, ce sera à peu près comme le robot Working Station que je vous ai présenté juste à l'instant, mais à la différence que celui-ci est en fait sur un axe Z. Donc, vous pouvez en fait, donc, mécaniquement par contre, venir changer votre axe pour qu'il soit à la bonne hauteur pour vos différents postes, par exemple. Donc, au niveau de la sécurité, je vais passer rapidement dessus à peu près précédemment, mais il faut savoir que du coup, c'est important d'avoir en permanence du coup une analyse de risque sur le robot. Donc, étant donné que votre robot du coup a besoin, par exemple, d'une pince qui n'est pas forcément collaborative, c'est toujours important de travailler en permanence du coup avec un environnement de sécurité, que ce soit des ingénieurs sécurité ou des personnes qualifiées, pour savoir si du coup la pince a des bords non coupants, si votre outil par exemple, enfin pas votre outil par exemple, les pièces que vous prenez ne sont pas coupantes, par exemple des couteaux, des fourches, ce genre de choses. Tout ça c'est super important. Hop. Donc le robot collaboratif n'est pas une machine, c'est une quasi-machine. On a par exemple donc, la déclaration d'incorporation, mais du coup, il n'y a pas de marquage CE car ce n'est pas une machine. Ça, c'est les différentes normes. Donc, comme je vous ai indiqué, sur la baie robotique, vous avez donc du coup des sorties de sécurité. Donc, il faut savoir que grâce à ces fonctions aussi de sécurité, que vous pouvez venir récupérer du coup via ces entrées-sorties, votre robot est entièrement du coup sécurisé. Ça, je pourrais revenir dessus si j'ai des questions, c'est un peu plus poussé. Et du coup, un dernier point sur la sécurité, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on a une fonction qui s'appelle du coup les limites cartésiennes, qui vous permettent en fait de venir créer du coup un bloc, par exemple un carré ou un cylindre, autour de votre robot et lui dire, bah, tiens, si jamais tu dépasses, que ce soit au niveau du préhenseur ou au niveau du coude, à l'arrière du robot, je veux que tu fasses, soit tu t'arrêtes, soit tu passes en ralenti. Par exemple, pour venir chercher une pièce, on peut tout à fait imaginer, par exemple, un robot qui travaille dans son espace et par exemple l'opérateur qui vient déposer un peu plus à l'avant des pièces. Et le robot, quand il va venir chercher ces pièces à l'avant, on peut lui dire, bah, tiens, par sécurité, je veux que tu passes et que tu sois au ralenti. Et donc, il viendra au ralenti prendre les pièces. Comme ça, l'opérateur peut travailler en face du robot sans le moindre souci. Tout ça, c'est possible. Donc, les applications différentes pour un robot collaboratif, donc c'est principalement le pick and place, c'est le plus pratique. Vous avez aussi donc tout ce qui est assemblage, tout ce qui est machine tending. Je vous montrerai quelques vidéos au sujet. Tout ce qui est inspection, comme je vous ai indiqué. Le plus utilisé, c'est notamment donc, le pick and place et la palettisation. Et du coup, grâce récemment aux différentes outils de collaboration, collaboratifs pardon, sur tout ce qui est visseuse, nous pouvons facilement rentrer dans tout ce qui est vissage. Et l'intralogistique, je vous en parlerai un peu après. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples. C'est une petite vidéo de 2 minutes, mais qui montre à peu près quelques outils, quelques exemples pour les applications. On va peut-être mettre la vidéo, non? Donc, j'y pense. Le son, pardon.
Là, dans un tel espace, on voit bien l'intérêt, je me permets d'intervenir, mais l'intérêt vraiment du robot, il n'y a pas de caractérisation autour, il y a un gain de place assez phénoménal. Hein. C'est ça aussi qui apporte la critique. Effectivement, comme mentionné, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun critère autour de ces robots. Travailler du produit à l'air libre, comme ça. En général, c'est ça, pareil comme les ordinateurs laser qui viennent regarder autour du robot. Donc, une personne s'approche un peu du robot et qu'il peut y avoir danger, par exemple à cause de ce que vous transportez ou de votre préhenseur, le robot peut se mettre soit en pause et repartir après, soit ralentir pour qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Et donc, vous avez pu voir aussi dans les vidéos, notamment sur la fin, que les robots, hop, ils sont placés sur des robots mobiles pour aller de poste à poste. Donc ça, c'est l'utilisation en fait de nos technologies, donc les robotiques collaboratives et la robotique mobile. Et nous appelons ça du coup les MoMA, les Mobile Manipulators. Ce sont du coup des concepts où les robots donc collaboratifs peuvent être intégrés directement sur les robots mobiles et venir se déplacer de poste à poste. Et avec ça, je suis bon. Voilà, c'est bon pour moi. Ok, merci Thomas, bah, du coup pour cette grande présentation. Alors je vais repasser juste sur notre présentation à nous. Où est-ce qu'elle était ouverte? Bah non. Ah si, c'est la même, pardon. Okay. Du coup, je vais me mettre sur la bonne slide. Bah, en fait, nous, on va passer tout simplement à l'aspect questions-réponses. Une seconde. Et je vois que dans le chat a posé quelques questions. Alors, on va les dépiler, hein, mais donc si vous en avez, il n'y a pas de problème. Allez-y, vous pouvez formuler dans le chat vos questions. Et donc est-ce qu'on vous pouvez avoir l'enregistrement? Bah, oui, donc bien sûr, on va mettre partager ça sur la chaîne YouTube de RM hein, d'ici quelques. Voilà, demain ou après-demain, ça sera sur la chaîne YouTube. Voilà. Et ensuite, bah, on a une question qui nous est un peu plus directe, donc on répondra en perso à Monsieur Eulard Farwell. Ou des vidéos home run, bah, du coup sur la chaîne d'Home Run, vous pouvez avoir les vidéos, beaucoup plus de vidéos d'Home Run et beaucoup plus de choix, je pense, que sur la nôtre, en tout cas spécifiquement sur le TM5. Thomas, on se demandait aussi avec Olivier, est-ce qu'on pourrait refaire une petite création de points comme vous l'avez fait tout à l'heure et suivi de l'exécution du programme? Oui, enfin juste exécuter l'exemple. Oui, bien sûr. Avec les trois, le petit exemple. Du coup. On fait ça. On repasse le. Ouais, je vais reprendre la main du coup. Hop. Du coup, je coupe pas de caméra. Share screen. Ouais, c'était juste pour montrer le déroulement. Ah, vous avez raison, c'est un très bon point en effet. Au moins pour montrer que ça marche. Alors, ben, tenez, on va faire depuis le début. Donc, je crée un nouveau programme. On va appeler 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je démarre, entre guillemets. Hop, 9. Je vais mettre ma caméra sans prendre trop de place. Turpin mode. Okay. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Donc, je prends mon robot. J'ai pris un petit morceau de profilé pour faire une prise parce que j'ai rien sous la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je place du coup, alors, oui, pas super bien, je vais placer du coup mon profilé sur ce carré ici. Hop. Je vais prendre mon robot, donc je vais lui apprendre d'abord, par exemple, une position entre guillemets générale qui est en haut.
Je vais lui dire, bah, tiens, je veux que tu démarres ouvert. Donc, j'appuie sur le bouton du gripper. La pince s'ouvre. Vous voyez, elle est ouverte. Je viens toujours en appuyant sur le bouton pour le relâchement des freins, déplacer mon robot au-dessus de la pièce. On va mettre comme ça. Donc, alors, c'est vrai que pour faire quelque chose de très propre, il faut d'abord se mettre un peu plus au-dessus pour qu'il fasse une descente un peu plus propre. Pas qu'il y ait de soucis. Donc, je me mets voilà, au-dessus. Du coup, j'apprends ce point pour lui dire ben, arrête-toi ici. J'appuie à nouveau sur mon gripper pour que le gripper se ferme. Donc là, vous pouvez voir que j'ai du coup mon gripper qui est autour de mon profilet. Donc ensuite, je me lève. Je vais me dire oh, bah, tiens, place-toi au-dessus à nouveau. Donc, alors, il n'est pas super bien parce que du coup, ça descend sans s'arrêter. Et je vais lui dire bah, maintenant, je veux que tu le mettes tiens, ici. Donc à nouveau, je me place au-dessus. J'apprends mon point. Je descends jusqu'à à peu près toucher. Je rapprends le point. J'appuie sur le gripper pour ouvrir ma pince. Un peu plus haut, mais c'est pas grave. Et du coup, ensuite, j'ai plus qu'à me lever. On va dire comme ça. Et après, hop, j'ai terminé. Donc ensuite, sur mon programme, donc, vous avez vu que j'ai un paquet de points qui se sont créés avec du coup les ouvertures et les fermetures. Donc tout ce que j'ai à faire après, si je veux faire en boucle, je prends mon P7 ici et je le ramène au tout début et j'ai terminé. Donc maintenant, alors évidemment, donc c'est sans optimisation, c'est-à-dire il n'y a pas de blending, c'est-à-dire de l'apprentissage. En fait, là, vous allez voir que chacun de mes points, il va s'arrêter. Donc, ça va faire quelque chose de saccadé. Après, il suffit juste de rentrer du coup dans les différents points, de rajouter le blending et vous aurez quelque chose de propre où en fait, il n'y aura pas de décélération, enfin, pas aussi forte qu'un arrêt brut. Donc, vous allez avoir quelque chose de très propre. Je peux vous montrer ça après si ça vous intéresse. Donc, en appuyant sur Play, mon programme du coup se lance. Alors, du coup, je vais essayer de vous montrer le flow à gauche. Voilà. Alors, grâce au flow, je peux voir du coup où est mon robot en permanence. Donc, je vais augmenter un peu la vitesse. J'ai oublié de mettre la pièce. C'est peut-être pour ça. Hop là. Voilà. Donc, je relance. On va à nouveau augmenter un peu la vitesse, puisque par défaut, il démarre à 10 en mode programmation. Donc, en production, après, c'est la vitesse qu'on souhaite. Mettre 30%. Oui. Et voilà. Donc, vous voyez, en 2 minutes, vous avez déjà le squelette d'un programme qui ne demande qu'à être après optimisé et amélioré. Donc, rien de compliqué, très simple. Hop, juste de la prise et de la dépose, en tout cas, grâce directement avec, sans toucher au code, enfin, à part pour faire la boucle, évidemment, seulement en touchant, du coup, les boutons qui sont présents déjà sur le robot. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps qui sont pour faire, comme je vous disais, du coup, le squelette, après venir modifier, rajouter un peu en millimètres la hauteur, genre de choses, ça, vous pouvez le faire et le régler au fur et à mesure. Donc, pendant que j'y suis, je vais vous montrer rapidement, du coup, parce qu'il y a un paquet d'outils. Un autre outil intéressant que je pourrais vous montrer après, il s'appelle du coup le compliance, que vous pouvez voir ici. Et lui, en fait, il va venir justement, vu qu'il travaille en permanence et il regarde du coup les forces sur chacun de ces joints, ces 6 joints, on peut se servir en fait de cet outil pour venir faire de l'empilage, du désempilage, sans connaître en fait la hauteur. C'est-à-dire, j'empile mes profilés, j'en empile 3, 4, 5, et je peux lui dire, avec compliance, je veux que tu descendes jusqu'à ce que tu rencontres quelque chose, mais que tu ne te mettes pas en erreur. Donc, lui, il va descendre bêtement jusqu'à ce qu'il rencontre du coup un profilé, et après, il va s'arrêter. Donc, après, vous pouvez dire, bah, tiens, une fois que tu as terminé, que tu as rencontré quelque chose, tu te soulèves un peu, tu ouvres ta pince, tu descends et tu fermes. Et là, on peut faire du coup de la prise, et ça fonctionne aussi dans l'inverse. Il va descendre jusqu'à rencontrer quelque chose, s'arrêter du coup, vu qu'il y a une force qui est un peu plus grande dans cet axe, et du coup, ouvrir, etc., etc. Donc, on peut facilement faire beaucoup de choses très simplement. Hop, voilà, je vous rends la main. Si j'arrive à stop share, nickel. Donc, en espérant du coup que ça réponde à votre question, parce que moi, je ne vois pas les questions du coup. Ok, merci. Alors par contre, je vois, bon, pour les histoires de coûts, contactez-nous directement si vous avez notre adresse. Parce que je vois qu'il y a le chat pose des questions aussi, mais il y a un onglet questions-réponses exprès. Donc pour les questions de coûts, on renvoie sur contact@ermautomatisme.com, erm-du6 automatisme au pluriel.
Et il y avait une question sur l'émulateur gratuit pour apprendre la programmation sur ce type de robot. Alors, bon, faut savoir que le logiciel est gratuit. Hein. Après, on ne peut pas le faire tourner sans robot, il me semble. Par contre, il y a un simulateur de prévu, il me semble, Thomas, non? C'est ça? Alors, effectivement, il y a la présence de ce robot sur le logiciel du coup, de simulation de robotique qui s'appelle RobotDK. Donc, certains d'entre vous doivent probablement connaître. Donc, c'est un logiciel de simulation qui comporte un grand nombre de marques, donc, tous les plus grands, et notamment du coup aussi les TM qui ont été rajoutés il y a à peu près 2 ans. Donc, pour simuler ça. Sinon, vous avez du coup une licence aussi pour simuler en fait un robot offline, et vous pouvez en fait du coup faire votre programme dans TMFlow directement grâce à cette licence. D'accord. Ok, bah ça j'ignorais. Et on avait également une petite question sur le pendant. Donc là, on a vu aujourd'hui, c'était plutôt un… Sur le quoi, pardon? Sur le pendant. Ah oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est voilà, on est plutôt sur une petite télécommande. C'est ça. Je crois qu'il y a une évolution qui est à venir avec un écran tactile. Voilà. Alors, du coup, je ne l'ai pas noté parce que du coup, je n'ai pas encore les dates exactes, mais c'est pour bientôt en effet. Ce serait d'avoir une vraie sorte de tablette avec du coup le programme à l'intérieur, enfin comme un TMFlow. Au lieu d'avoir du coup un écran ou un PC, vous aurez cette vraie tablette industrielle avec pareil le petit pendant à l'arrière pour avoir du coup accès à tous les boutons avec un seul périphérique. Ok, merci. Juste, on avait une question de Monsieur Christian Carbillet. Alors, vous avez un recueil des normes pour ce robot. Alors, nous, on en a plusieurs hein, de documents. Si vraiment ça vous intéresse, on peut vous les faire passer. Après, c'est vrai que ce robot-là répond à une norme qui porte. Alors, c'est le TUV. Vous l'appelez comment déjà? Ah, au niveau de la sécurité, je suis désolé. C'est bon, ça me rassure, vous ne le connaissez pas par cœur non plus. Bon, enfin, c'est originaire, entre guillemets, d'Allemagne comme norme, mais c'est reconnu européen. C'est ça, exactement. Alors, je ne sais plus si c'est en Suisse ou en Allemagne de base, mais oui, c'est ça, oui. Bon, ça, je pourrais vous les donner, ces informations, en effet. Donc, il suit du coup Alors, ce n'est pas officiellement une norme, c'est une technical spécification que tout le monde suit pour la robotique collaborative, qui est la TS 15066. Donc, vous pouvez déjà vous pencher sur ça, ça vous intéresse. Mais il faut savoir qu'effectivement, on travaille, même nos ingénieurs aussi d'application travaillent étroitement avec tout ce qui est ingénieur sécurité, avec organismes de sécurité notamment. Et ils sont aussi sur le TUV. C'est un nom allemand que j'ai oublié, je suis désolé. TUV Rhineland. Voilà, c'est ça, exactement. Avec un H quelque part, je crois, comme ça. Avec un H, en effet. Voilà. Je réponds en même temps aux questions. Donc, on a tout ce qui est documents aussi, si jamais il y a besoin. Voilà, donc ensuite, les robots sont disponibles bien évidemment pour les centres de formation pour, je dirais, NU ou SEC, pour travailler sur des projets d'intégration que vous pourriez avoir au niveau licence, BTS, école d'ingénieur ou autre. Et sinon, chez URM, on est en train de sortir au mois de décembre une cellule clé en main, donc avec la sécurité, des exemples de projets, un petit convoyeur, etc. Et donc, qui sera plutôt destiné à un apprentissage de la programmation robotique et destiné aux filières de production maintenance. Et voilà. Donc ça va arriver fin décembre, début janvier. On aura l'occasion de vous en reparler, mais bon, là. Donc au choix, soit le robot à intégrer vous-même, soit une cellule déjà clé en main, prête à être utilisée. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question-réponse restante. Bon, juste merci. On est bon. Écoutez, aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près tout vu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de documentation sur le robot, nos cellules, etc. Puis, on proposera probablement un autre webinaire autour de l'industrie 4.0 là, sur le mois de décembre. Donc, la suite bientôt. Et merci Thomas. Merci beaucoup Thomas pour la qualité de la présentation. C'était parfait. Visiblement, ça a bien plu. Et vous avez donc vos interlocuteurs là, que j'ai partagé sur l'écran.
Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et au prochain. Et à bientôt. Merci. À tous, bonne journée.